Voilà, donc pour cette dernière partie, qui est la voie des apports d'énergie, l'essence, véritable stimulant du subconscient. C'est-à-dire que tout au long de la conférence, on a symbolisé la substance blanche, c'est-à-dire le système nerveux, comme une batterie. Et sur les schémas, on avait tout ce qui sortait de cette batterie, du système nerveux autonome et du système nerveux de la pensée, etc. On a vu tout ce qui sortait, tout ce qui était puisé dans la batterie. On a vu aussi les déperditions, c'est-à-dire, bien sûr qu'il est nécessaire de pomper dans cette batterie, mais on a vu aussi les déperditions. Enfin, on a vu suffisamment de choses pour comprendre les mécanismes que cette batterie, il faut s'en occuper, donc la nourrir, le cerveau. On a vu ça dans le 3e ou 4e paragraphe sur la diététique du cerveau. Et donc là, dans cette dernière partie, on va s'occuper de ce qui peut recharger la batterie. Voilà, donc ce qui peut apporter, vous voyez, donc là, les flèches sont dans le bon sens, c'est-à-dire, elles vont dans le cerveau. Elles vont recharger la substance blanche. Comment que ça peut se produire, ça? Donc on voit donc l'essence. Ça, j'apprends rien aux gens. Les oreilles, le nez, l'odorat, la bouche, saveur, etc. La peau, les yeux, les intestins. Nous avons, dans notre boîte crânienne, la projection de 12 nerfs. 12 nerfs crâniens qui correspondent à nos sens et à un moyen d'assimilation sur l'intestin. Ces sens, ces nerfs crâniens, donc, sont forcément près du cerveau. Complètement près du cerveau. C'est en ça que elles vont pouvoir recharger. Mais comment que ça se passe? On va voir un petit peu comment, puisque finalement tout le monde sait ce que c'est l'essence, mais finalement, pourquoi très peu de gens, ou de moins en moins de gens, utilisent leur sens, puisque si nous avons été conçus avec ces sens, c'est qu'ils doivent servir. Alors si on veut bien réfléchir, à partir de quand on a pu un peu commencer à s'éloigner de nos sens? Alors là on fait un bond carrément en arrière de très très loin, on va dans la préhistoire. Dans la préhistoire, vous avez donc l'Homo sapiens qui a succédé, l'Homo sapiens sapiens qui a succédé à l'homme de Néandertal, qui était un homme beaucoup plus petit, beaucoup plus trapu et incliné comme ça. L'Homo sapiens, lui, était plus fin, donc le Néandertal n'a pas réussi à survivre parce que, de par sa constitution trop forte, il n'avait pas les moyens, ses besoins énergétiques étaient trop importants pour qu'il survive. Et il n'avait peut-être pas les moyens de penser comme l'autre pour pouvoir s'adapter. Et donc, l'Homo sapiens a fait quelque chose. Si on cherche les rapports avec la nature, l'homme et les animaux, on peut s'apercevoir, enfin on peut développer l'hypothèse, chacun fera son idée, que finalement, le chien n'est pas étranger au fait que nous parlons. Comment ça peut être possible? C'est-à-dire que l'Homo sapiens, lui, donc, était un petit peu plus social, et donc il a laissé approcher le chien, à l'époque de la préhistoire. Ça devait être sûrement des plus gros chiens que ceux qu'on a maintenant. Et donc il laissait approcher les chiens pour débarrasser les déchets, etc., pour éviter sûrement les infections, enfin pour nettoyer, donc du coup sympathiser un petit peu, socialiser avec le chien. Et il s'est aperçu que, parce que finalement, Homo sapiens ou Néandertal, ou peu importe, à l'époque, les prises uniques étaient assez éloignées les uns des autres, et donc il fallait tous les jours aller chercher à manger, et donc c'était la préoccupation de la journée d'aller chercher à manger. Et donc, l'Homo sapiens s'est aperçu que le chien qui venait avait un meilleur odorat. Et comme il avait socialisé un petit peu avec, il s'est servi du chien pour pister le gibier, et c'était plus facile parce que c'était à coup sûr. Alors,
on peut imaginer tout un processus comme ça, parce que finalement notre évolution, nous étions comme ça, et nous nous sommes redressés. Et pourquoi nous nous sommes redressés? Eh bien peut-être, enfin, en plus, parce que nous étions plus obligés de sentir l'épice, parce que nous avions trouvé quelqu'un qui le faisait très bien. Et donc le fait de se relever dans cette posture debout a permis plusieurs choses. De marcher plus loin, de mieux respirer, mais surtout de développer le larynx. Développer le larynx par cette position debout. Et bien c'est dans le larynx qu'ont commencé un petit peu les premiers sons et les premières syllabes. Et c'est comme ça que l'être humain, du grognement, est venu à la parole en développant son larynx. Voilà, donc on peut dire que c'est un peu grâce au chien. On a pris un larynx d'Homo sapiens, on a essayé de le mettre dans la gorge d'un néandertal et ça marche pas parce que, regardez, si je suis comme ça, j'ai du mal à parler, à fur et à mesure que je me redresse, et bien la parole est mieux, etc. Donc voilà, la position debout. Et donc l'homme peut, désolé, on peut dire que l'homme parle, peut-être, bien sûr, hein, peut-être grâce au chien, parce qu'il a réussi à rester debout, son larynx s'est développé, et donc il a commencé par déléguer finalement son premier sens qui était l'odorat. Il n'avait plus à se pencher pour renifler l'épice, il avait trouvé quelqu'un qui le faisait très bien. Ah, je suis désolé, on va à mon cabinet, donc ça sonne, hop, on va l'éteindre, c'est mieux, voilà. Et donc, je disais, Benjamin essuie. Développer l'odorat. Voilà, c'est ça. Et donc, puisqu'il s'avait trouvé, voilà, il a commencé à déléguer son premier sens, qui était l'odorat, parce qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre qui le faisait mieux que lui. Et dans la foulée, comme l'Homo sapiens sapiens était une espèce qui réfléchissait pas mal, il a aussi découvert que le chien entendait bien mieux que lui, et donc il l'a gardé près de lui pour monter la garde, ça lui permettait de dormir sur ses deux oreilles d'une façon plus tranquille. Voilà, un petit peu pour l'anecdote, comment on s'est un petit peu, progressivement, éloigné de nos sens. Et je ne fais pas une généralité, bien sûr, il y a plein de gens qui utilisent ces sens. Là, ce que je veux, c'est instaurer un phénomène thérapeutique pour aider les gens à se retrouver eux-mêmes. Voilà, donc je raconte un peu des histoires, mais tout le monde sait ce que c'est les sens, et il y en a qui les utilisent très bien. Donc, on a un retour en arrière qui est assez loin. Et si on revient voilà, dans le ici et maintenant, donc on est en 2014, quel est le phénomène? Qu'est-ce qui peut, en 2014, parasiter nos sens? Bah, il n'y a pas... on ne met pas longtemps pour trouver la raison. Qu'est-ce qui peut parasiter nos sens, c'est-à-dire nous éloigner de nos sens? Bah, vous avez en partie la télévision. La télévision, c'est juste 4 ou 5 heures de télévision par jour. La moyenne, hein. Vous avez la radio. La radio, c'est pour certaines personnes, c'est toute la journée. Toute la journée, toute la journée. Et donc finalement, bah, c'est quoi? Ce sont des informations pas souvent positives, plutôt de genre négatif, alarmiste, pessimiste, ou alors on est bombardé de processus commerciaux, etc. Donc c'est 4, 5 heures. La radio, c'est... quand on n'est pas bien, on peut avoir tendance à faire ça. C'est-à-dire que si on est fatigué, on n'a pas le moral, etc., on va se mettre devant la télé. Et donc on va enchaîner les émissions, les films, etc., pensant que ça nous fait du bien, parce qu'on ne fait pas d'effort. Mais en même temps, ça ne nourrit pas le subconscient. Ça ne lui apporte pas grand-chose, parce que quand vous regardez, à l'époque où on allait au cinéma, quand j'étais plus jeune, les gens allaient au cinéma
une fois par semaine, donc c'était un petit peu la fête. C'était une sortie. Là, c'est tous les jours. Tous les jours, un film, deux films. Il se passe quoi quand vous regardez la télé? Eh bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé. On va pas revenir au Moyen-Âge. Il faut utiliser ce qui existe dans notre monde moderne. Il faut juste le tempérer et l'ajuster. Mais quand vous regardez, même si vous regardez un bon film, et ça vous fait du bien. Pourquoi ça vous fait du bien? Parce que ça vous met dans un état émotionnel particulier, selon le film que vous regardez. Ou c'est un film sentimental, ou c'est un film sur la réussite, ou c'est un film rigolo. Enfin, ça vous met dans un état émotionnel. C'est bien. Mais en même temps, quand vous éteignez la télé, c'est comme si vous aviez déclenché, vous vivez vos émotions par procuration. Vous n'êtes pas l'acteur, vous n'êtes pas l'actrice. C'est pas vous qui vivez tout ça. Donc, pour le subconscient, ça ne lui fait pas grand-chose. Le subconscient, il a besoin de ressentir des choses qui lui sont bien propres, bien à lui. Donc, entendez bien ce que je dis. Il ne s'agit pas d'arrêter de regarder la télé, mais le temps passé devant la télé vous éloigne de vos sens, parce que quoi que vous vouliez faire, que ce soit l'apprentissage d'un instrument, du dessin, il faut du temps pour faire les choses. Il faut du temps pour faire les choses. Pour construire, il y a un apprentissage. C'est quelque chose qu'on peut soustraire très facilement du temps passé devant la télé. Je vous dis à peu près 4 ou 5 heures. Alors pourquoi ça serait un stimulant du subconscient? Comment que ça marche? Eh bien, par exemple, si on prend, on ne va pas pouvoir prendre un exemple pour chaque, donc on va en prendre un, on va rester dessus, et vous comprendrez facilement. On va prendre sur l'odorat. Eh bien, tout le monde a plus ou moins un parfum préféré. Les hommes, les femmes, il y en a qui changent, mais en général, on a un parfum qu'on aime bien. Eh bien, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et que même si on nous donnait l'information, ça ne nous ferait rien. Ça ne nous ferait pas grand-chose. C'est sur le mode de la pensée, de la compréhension, ça ne nous fait rien. Par contre, dès qu'on l'ouvre et qu'on s'asperge, eh bien là, on ressent quelque chose. On a un ressenti. On se sent plus joyeux, plus fort, plus séduisant, peu importe. Mais là, on est dans le ressenti. C'est ça que le subconscient, il a besoin de vivre, c'est-à-dire du ressenti positif. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on n'est pas dans la compréhension, dans le côté rationnel, que ça plus ça, ça fait ça. On ressent que ça fait du bien. C'est pour ça qu'il y a autant de parfums, plein de parfums, parce que les gens sont différents et pour chacun, ils vont ressentir telle ou telle chose pour le parfum. Voilà. Le subconscient se nourrit du ressenti. Ça lui fait du bien, ça le rassure sur l'idée que c'est du bonheur et qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas en continuant à travailler. Donc je pense que sur l'histoire du parfum, tout le monde comprendra l'histoire du ressenti. Il s'agit de ressentir pour réalimenter, stimuler le subconscient. Je vais vous donner encore un autre exemple sur l'odorat, pour vous faire voir à quel point l'impact peut être intéressant. Je vais vous parler de l'essence, l'odeur de l'essence automobile. En général, il y a très peu de gens qui aiment l'odeur de l'essence. Ça pue, moi, j'adore l'odeur de l'essence. Pourquoi j'adore l'odeur de l'essence? Parce que quand j'avais 15, 16, 17 ans, je passais mon temps à bricoler ma moto avec mes copains. On démontait les carbures, on changeait les gicleurs, on changeait les filtres, on limait les trucs. Et on passait du temps sur la moto, et bon, puis... Et forcément, l'essence, il y en avait tout le temps. Quand vous démontez un carbu dans la cuve, il y a forcément de l'essence. Donc on avait toujours les mains pleines de graisse, plein d'essence. Et puis bon, à 15-16 ans, avec une moto, on est le roi du monde, quoi. Et donc finalement, j'ai vécu cette période-là. Et je me suis aperçu, en vieillissant, qu'à chaque fois que je sens de l'essence,
au lieu de me dire ça pue, et au contraire, ça me fait autre chose, ça me fait du bien, parce que ça me rappelle, ça me ravive plein de souvenirs, où ça me rappelle ma jeunesse, où j'avais rien d'autre à faire qu'à bricoler ma moto et à croire que le monde m'appartenait. Et donc vous voyez, mon cerveau, mon subconscient a analysé ça comme quelque chose de positif. Voilà, l'odeur de l'essence. Et donc, tout à chacun, nous sommes pareils, c'est-à-dire, nous avons dans notre mémoire du subconscient, nous savons pertinemment ce qui nous fait du bien. Ça peut être au niveau des sons, ça peut être au niveau de l'odorat, on vient d'en parler, ça peut être au niveau des saveurs, ça peut être au niveau de la peau, ça peut être au niveau des couleurs. Et ça, c'est pas un thérapeute qui peut vous le dire, on peut en parler, mais les gens le savent. Vous le savez. Vous le savez, mais vous pouvez l'oublier parce que vous vous en éloignez. La télé vous éloigne de ça. La télé, elle est hypnotique. Quand vous l'allumez, les images, c'est de plus en plus rapide. C'est assez surréaliste. Tout s'enchaîne à une vitesse, c'est hypnotique. Et puis après, vous éteignez, puis vous allez vous coucher, etc. Je vous dis, 4 ou 5 heures par jour, c'est assez incroyable quand même, quoi. Et bien, vous vous éloignez de ça. Donc, la télé peut vous faire du bien de temps en temps, mais de temps en temps, essayez juste, commencez par un soir par semaine, vous ne l'allumez pas, surtout, vous ne regardez pas les informations, et essayez de mettre quelque chose en place, déjà en vous servant de vos souvenirs. Allez piocher dans votre subconscient les moments où vous vous êtes ressenti bien, voilà, par rapport à ces sensations, voilà, dans le ressenti. Vous aurez après votre sens dominant, et puis vous pourrez le récupérer, vous pourrez vous remettre dans les conditions, un peu plus régulièrement, et puis d'en travailler d'autres, parce que de travailler sur un sens ou une attitude kinesthésique, etc., ça demande du temps, mais c'est ça qui va enrichir votre vie. La télé ne peut pas enrichir votre vie. Allez, le jour qu'ils feront un journal où on prendra les meilleurs moments de la journée sur la planète, ça sera intéressant, mais c'est l'inverse. Peut-être que c'est ça qui plaît aux gens. Mais quand vous faites quelque chose, faites les choses pour vous, c'est-à-dire ressentez vous-même votre vie. Pour ça, il faut s'éloigner des choses qui absorbent notre vie. Voilà. C'est pour ça que je vous ai parlé de la préhistoire et puis du monde actuel, parce que les choses se transforment. Et l'être humain, quand il a commencé à penser et à parler, non seulement il a transformé la planète, mais il ne s'est pas arrangé tant que ça, dans l'ensemble. Il a fait des choses incroyables, mais il ne s'est pas arrangé tant que ça. Donc, dites-vous bien que pour aller bien, puisque là on parle de la fatigue nerveuse et de la dépression, et de cas particuliers, il faut que vous reveniez aux bases de la façon dont vous êtes constitué sur le fonctionnement de certaines choses, et le travail des sens est quelque chose de très important. Voilà. En partant de ça, vous devez avoir, donc vous recherchez dans le subconscient ce qui va bien, et puis vous devez vous fixer quelque chose. Votre objectif numéro 1, ça doit être de vous sentir bien, un peu mieux, un peu plus à chaque fois. Si vous voulez être en bonne santé, il faut avoir un véritable désir ardent pour l'obtenir. Ça ne peut pas se faire en y pensant 20 minutes par jour. Là, vous avez dans cette conférence à peu près 3 heures d'outils. Vous pouvez, parce que je pense que ça va être sur le site de France Dépression, vous pouvez sans aucun problème aller regarder plus souvent, etc. Mais vous devez mettre en application. C'est-à-dire que vous devez avoir un désir ardent, et si vous recollez un petit peu à l'essentiel, et vous occupez de tout ça, vous allez vous éloigner de la maladie. La maladie étant une anomalie dans l'ensemble. Vous voyez ? Voilà, donc regardez encore et encore les extraits de conférences, essayez de retenir des choses, et puis bon, dans tous les cas, puisque je suis venu à France Dépression pour essayer de vous présenter ma conception de la santé, je vais être bien sûr à votre disposition. Donc ici on est à Suresnes, on est dans mon cabinet. Je me déplace aussi, 92, c'est un petit peu Paris,
Et puis je travaille aussi pour les gens qui sont plus éloignés par téléphone et puis par Skype. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le monde moderne, il ne faut pas tout rejeter, il y a des choses qui sont bien, il ne faut pas oublier les bases, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, je peux vous accompagner dans votre projet de récupérer votre santé, parce que quand vous aurez compris ça, vous l'aurez compris une bonne fois pour toutes, mais des fois il faut quelqu'un qui accompagne pour continuer à suggérer, jusqu'à temps que ça rentre dans le disque dur. Voilà, donc ce coup-ci, je pense qu'on a fait le tour, hein, voilà, la première, la deuxième. Donc on va finir un petit peu, je vais en finir en remerciant Madame Gemma, la présidente de France Dépression, Agnès, Madame Monori, la nouvelle directrice, Mademoiselle Durand, pour leur accueil du samedi, parce que c'était vraiment sympa, on a passé vraiment une bonne après-midi, où tout le monde était vraiment concentré et interpellé par tout ce qui se disait, donc c'était très bien. Donc, je voulais remercier tous ces gens-là qui m'ont permis de m'exprimer. Et puis de remercier aussi mon caméraman Benjamin, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Voilà, il ne peut pas se filmer, mais il est là derrière et je le remercie infiniment. Voilà, merci à vous, peut-être à bientôt. Au revoir.